C'est-à-dire, en réalité, c'est ce qui apparaît sur l'image comme forme, comme toute primitive, d'accord? Après, on verra quelles sont les différences entre la forme et l'apparence. Donc, est-ce que les systèmes sont plutôt, les systèmes développés, proposés dans l'état de l'art sont plutôt shape ou bien appearance? C'est l'apparence, ça veut dire que c'est l'ensemble des primitives qu'on peut extraire sur l'image. Ensuite, bien sûr, nous allons déboucher vers l'apprentissage de cette apparence parce que pour pouvoir reconnaître un objet, on est obligé de connaître sa forme et d'apprendre sa forme. Donc, on va apprendre l'ensemble des formes d'un objet pour pouvoir répondre à toute requête. Voilà. Aujourd'hui, bien sûr, il y a une supériorité des systèmes basés approche neuronale sur les approches classiques. Mais bon, tout dépend de votre application. Mais il y a une nette supériorité par rapport aux approches classiques. Ceci dit, mais vous ne pouvez pas, bien sûr, travailler sur les approches neuronales sans connaître les approches classiques parce que en réalité, ils sont mixés. C'est-à-dire que vous devriez connaître l'objet pour pouvoir travailler dessus. Bon, ensuite, en raison bien sûr du nombre d'images et d'informations que notre dataset va contenir, on est obligé de réduire la dimension de notre espace. Et là, donc, on fera appel au PCA ou bien ACP en français, donc analyse en composantes principales. Et je suppose que vous avez fait ça ou vous êtes en train de faire ça. Comment trouver l'ACP ou bien plutôt PCA en anglais. Bon, donc ça c'est pour aujourd'hui. Le prochain cours, on va voir comment on va paramétrer la représentation de l'apparence et comment faire le matching. Et on va voir un exemple de ce type de problème. Alors, toujours, je pose la question, est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, monsieur, on vous entend. Très bien. Parce que des fois, avec mon téléphone, je n'arrive pas à me connecter. Je suppose que c'est un problème quand je viens au bureau et le problème du réseau filaire ici. Il y a un problème du serveur, donc des fois il chute et il redémarre. Donc on est coupé pour quelques secondes, voire une minute. Je ne sais pas. Donc voilà. Donc il ne faut pas quitter. S'il y a une coupure, je reviendrai dès qu'il y a reconnexion. Voilà. Depuis ce matin, ce n'est que vers 9h15 que j'ai pu me connecter. Donc je vous ai envoyé un email pour ne pas attendre au-delà de 10 heures. Voilà. Alors je vais commencer. Donc, je vais commencer par une introduction. Donc, oui. Voilà, je vais commencer par une introduction. J'ai dit qu'on va voir, donc, on va étudier le problème de reconnaissance d'objets en utilisant l'apparence visuelle dans les images 2D. C'est-à-dire que nous n'allons pas reconstruire l'objet 3D et après faire la reconnaissance. Parce que jusqu'ici, nous avons fait la calibration d'images, nous avons pu reconstruire, avoir un nuage de points. Alors, il y a une approche
qu'on va voir maintenant tout à l'heure, c'est l'approche Page Shape, c'est-à-dire que nous allons récupérer les points 3D, nous allons essayer de modéliser la forme et après la reconnaître, faire un matching avec la database dont nous disposons. Mais sinon, il y a une autre approche, c'est que nous avons, au lieu de reconstruire, on peut directement travailler avec l'image d'un objet. Alors, un objet, il a plusieurs images, et ce qu'on appelle l'apparence, donc comment il apparaît l'objet. Alors, l'apparence de l'objet, elle dépend de la pose, c'est-à-dire que comment il est posé. Alors, si vous prenez une chaise, vous pouvez voir la chaise de différents points de vue, et chaque point de vue vous donne une image différente. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est l'apparence, elle dépend aussi de l'illumination. Alors, bien sûr, quand vous voyez un objet, si une partie elle est éclairée, elle apparaît différemment par rapport à d'autres parties de l'objet. Et les images seront différentes. Ça, c'est un problème qui est posé, c'est des phénomènes externes à la prise de vue. Et voilà, ça on parle des objets, comment, donc, quelles sont les approches qui existent pour représenter un objet. Donc, on peut le représenter en utilisant l'image ou bien on peut le représenter en utilisant la géométrie de l'objet après avoir bien sûr reconstruit le monde 3D. Voilà, cependant, c'est que si on veut, comme je l'ai dit en présentant le sommaire, si on veut que, que la mise en correspondance soit faite dans un temps acceptable, bien sûr, il faudra essayer de voir comment s'arranger pour réduire l'information qui est dans la base de données. Alors, si vous prenez, nous allons voir par la suite, si vous prenez un objet, vous avez une multitude d'images possibles. Alors, est-ce que vous allez mémoriser toutes ces images? C'est beaucoup. Et par conséquent, on doit essayer de trouver, d'éliminer l'information redondante et pour uniquement sauvegarder l'information principale qui va nous aider à faire un process de matching rapide. Sinon, si vous prenez par exemple pour un objet toutes les prises de vue possibles, si vous avez 1000 objets, pour chaque objet vous avez 200, disons 100 prises de vue différentes, alors vous voyez, vous avez déjà 100 fois 1000, ça vous fait 100 000 images, et chaque image c'est n fois 1 pixel. Vous voyez l'espace mémoire. Ça, c'est pour la sauvegarde. Et vous avez aussi le problème de quel algorithme qui va faire rechercher l'image correspondante pour une image requête. Voilà. Alors, maintenant, j'ai dit que nous avons deux possibilités. Alors, la première possibilité, c'est donc nous allons voir shape versus appearance, c'est-à-dire que quel est c'est-à-dire pas la différence, mais en général, le shape n'est pas utilisé pour la reconnaissance d'objets, pour la simple raison que c'est quelque chose de très compliqué et qui demande beaucoup de moyens et d'informations qu'on ne peut pas, bien sûr, réduire. Alors, donc, si je m'intéresse par exemple à la première façon de stocker mes objets pour pouvoir les apparier, les matcher, alors on peut prendre shape. Alors shape, ça veut dire que vous avez un nuage de points. Alors le nuage de points, alors bon, on ne peut pas prendre des points parce que des points c'est trop, il y en a une infinité. Il y a ce qu'on appelle les voxels. Alors, une des approches, hein, bon, on peut voir plusieurs approches. Ici, je vous donne une des références que j'ai utilisées pour prendre les images. Alors, une des références, c'est que dans l'espace 3D, on va prendre un voxel. Un voxel, c'est un cube. Alors, ici, vous avez dans votre nuage de points un point d'un objet, donc je vais le mettre à 1, il existe. Sinon, il n'existe pas. Donc, si je prends un grand cube dans l'espace
je ne vais pas utiliser des points, mais je vais utiliser des voxels. Bien sûr, les voxels, plus ils ont une taille petite, plus l'objet il est fin et la géométrie elle est fine. Alors, dans ce cas, vous aurez cet exemple-là. Donc, je vais agrandir ça. Vous voyez ici, c'est une approche par voxelisation, c'est-à-dire que vous avez des petits morceaux. Hein. Chaque morceau m'indique qu'il y a une forme, que c'est une partie de l'objet. Vous avez un ou plusieurs points qui apparaissent, qui appartiennent à cet objet. Voilà, ça c'est un des exemples de représentation des formes 3D. Bien sûr, on peut les représenter par des outils mathématiques, des signes généralisés, des courbures, etc. etc. Bon, mais ça n'a pas donné beaucoup de résultats pour la reconnaissance d'objets. Alors, cette représentation, elle est exemple voxelisation, elle est utilisée plutôt dans le computer graphique si on veut faire le rendu, donc dessiner des objets avec un éclairage et faire un rendu réaliste. Donc, c'est dans la synthèse d'image que vous allez voir dans le S3. Voilà. Ceci dit, il n'est pas possible d'utiliser de telles représentations pour faire un matching entre une image requête et un objet 3D représenté sous cette forme. Donc, vous allez reconstruire après quel est l'algorithme qui vous permettra de mettre en correspondance les deux objets reconstruits et l'objet de la masse. Alors, vous avez ici la même chose, donc vous avez une autre forme, je vais agrandir. Vous avez aussi la référence. Alors, vous voyez ici, donc ici, c'est des points, donc on va essayer de représenter avec des mèches. Ici, c'est les voxels, d'accord? Ici, c'est les points cloud, c'est-à-dire que ici, j'ai uniquement des points, donc disparates, ils sont un peu partout, ça vous donne le nuage de points. Je suppose qu'il n'y a pas des outliers, ça vous donne la forme. Voilà, le problème qui est posé, c'est comment reconnaître. Donc ici, on ne va pas voir dans ce cours comment faire la mise en correspondance parce que ce n'est pas quelque chose qui est beaucoup suivi et ça ne donne pas beaucoup de résultats. En plus que vous n'avez pas des datasets pour ça parce que c'est difficile de faire des datasets à partir de ce type de représentation d'objets en utilisant des voxels ou bien nuages de points. Je sais pas, est-ce que j'ai pas vu, j'ai pas vu si vous êtes toujours là. Est-ce que vous m'avez entendu? Est-ce que c'est clair? Oui, oui. Oui, monsieur. C'est bon, vous n'avez pas de questions jusqu'ici? Non? D'accord. Alors, je vais continuer. Vous pensez toujours, voilà. Alors, je vais continuer, pardon. Voilà. Alors, donc, on peut prendre par exemple d'autres façons de représenter des formes. Si on reste toujours dans Shape, il y a la possibilité de représenter les formes par des objets élémentaires. Alors, les objets élémentaires sont des objets qui ont des formes très très simples et sont obtenus avec des équations mathématiques, ce qu'on appelle les quadriques. Donc x puissance r plus y puissance s plus z puissance t. Alors vous avez ici la référence, vous pouvez toujours regarder ça. Et ça vous donne des objets comme ça, d'accord? Des objets élémentaires à chaque fois que vous changez x ou r et t. Plutôt r, s et t, ce sont les paramètres à changer. Bon, x, y, z, ce sont les objets que vous allez dessiner. Et à partir de là, donc, il suffit uniquement de faire donc de faire
des assemblages, hein, donc on peut faire des unions, des intersections, des hauts logiques, etc., pour représenter des objets. D'accord? Donc, il suffit uniquement de faire un assemblage et ça nous permet de représenter un objet. Et par conséquent, on peut revenir ici et dire qu'un objet ici, c'est un ensemble d'éléments. Mais bon, ce n'est pas évident d'un nuage de points de reproduire ça. En pratique, cet ensemble sont utilisés dans la synthèse d'images et non pas dans la reconnaissance des formes. Voilà les principaux méthodes qui existent. Donc, c'est connu dans la construction de solides. Ces méthodes-là sont très connues et vous pouvez accéder à Internet, vous pouvez voir beaucoup de choses. Donc, si vous tapez ce que vous voyez ici, vous allez voir une multitude de formes qu'on peut réaliser. D'accord? Voilà. Alors maintenant, donc pour terminer avec la partie shape, donc vous voyez que pour réaliser un database, dataset, c'est quelque chose de très difficile et ça vous demande de prendre pour chaque objet, vous essayez d'avoir un scanner 3D pour avoir la forme 3D et la représenter. Donc ça coûte cher, ça coûte beaucoup de temps et ce n'est pas faisable pour la simple raison qu'il y a mieux. Il y a mieux, parce que s'il n'y avait pas mieux, on aurait pu accepter en améliorant. Donc, tout ça, c'est pour la vision par ordinateur, ça, c'est n'est pas utilisé. Alors, ce qui est utilisé, c'est plutôt la reconnaissance, donc la représentation de l'image et ce qu'on appelle l'apparence visuelle. Alors, vous voyez ici que nous avons des objets, d'accord? Il est possible, à partir d'une image requête, de reconnaître que ça, c'est un objet, c'est une tasse, ça, c'est un objet, c'est un jouet, bon, ça fait un nom, ça, c'est un cylindre, ça, c'est une voiture. Alors, bien sûr, ces objets-là sont c'est-à-dire qu'on sont sujets à pas déformations, mais à une variété d'images. Alors, ces variétés d'images dépendent de deux choses. Alors, soit c'est des paramètres intrinsèques, c'est-à-dire c'est la forme. Alors, vous voyez que cet objet a une forme différente à celle-ci, donc vous avez une image différente. Et vous avez aussi la réflectance. La réflectance, c'est la capacité de refléter la lumière. Donc, soit vous absorbez moins, etc. Donc, la façon de projeter la lumière et de réflectance de la lumière, c'est la matière elle-même. Donc, tout dépend de la matière. Alors, la matière, c'est du blanc, c'est du noir, donc vous aurez des objets différents. Donc, ça, c'est pour les paramètres intrinsèques. Pour les paramètres extrinsèques, alors, la pose, que signifie la pose? Si vous voyez cet objet, si on le tourne, c'est une image différente. Donc, cette bouteille-là, si on la met horizontalement, c'est une image différente. Donc, ça, c'est la pose. Et l'illumination, tout dépend de l'éclairage. Alors, vous pouvez avoir une partie éclairée, une partie sombre. Ça vous donne une variété d'images. Ça veut dire quoi? Pour nous, l'objet, les paramètres intrinsèques, ça ne change pas, mais il y a des paramètres extrinsèques. Quand on va prendre des différentes images, il faudra changer la pose et l'illumination pour avoir une variété d'images qu'on pourra bien sûr après retrouver dans la database. Alors, le principe de base, c'est que si je prends par exemple, ça c'est des objets qui sont très connus. Donc, vous connaissez Unix, Linux, donc ce sont des objets qui sont très connus. Donc, si vous prenez un objet comme celui-ci, si je vous le montre une fois, si vous ne pouvez pas le reconnaître si vous avez une image différente, par exemple celle-ci. Donc, il faudra montrer à notre cerveau, ou bien montrer au système informatique
computer vision, il faut lui montrer toutes les vues possibles. Alors, vous voyez ici, c'est un ensemble de vues. Comme ça, la prochaine fois, quand vous aurez une vue, même entre les deux, ou entre les deux, elle n'est pas exacte, on pourra toujours se souvenir qu'il s'agit de tel ou tel objet. Et donc, il est possible que vous aurez une vue différente de ce que vous avez dans la base, mais elle est très proche. Pour cela, il suffit uniquement de faire un matching et de trouver l'objet le plus similaire. Voilà. Donc, l'apparence, donc on doit comme l'objet, il peut avoir différentes formes, donc il apparaît différemment. On doit apprendre, donc ce qu'on appelle learning apparence. Comment on va apprendre? On doit apprendre les différentes poses de l'objet. Et les images seront bien sûr seront stockées. Bon, on verra comment est-ce qu'on va stocker toutes les images, ou bien on va essayer de réduire le nombre pour permettre de faire un matching rapide. Voilà. Pour cela, donc, depuis X temps, donc depuis le début du problème de reconnaissance, alors il fallait faire la collection de données. Alors, comme vous voyez ici, c'est l'expérience d'un des laboratoires aux États-Unis. Pardon, je vais fermer la porte. Alors, donc la collecte des différentes images pour l'apprentissage, hein. Donc, il suffit uniquement de poser un objet sur une table tournante qui peut tourner, hein, et on la fait tourner. On prend notre caméra et à par exemple, je sais pas, donc il faut définir 5 degrés, 10 degrés. Il faut voir quand est-ce que les images sont identiques, sont très différentes. Donc à chaque pas, oméga 1, c'est la rotation, à chaque pas, on prend une image. Donc vous voyez ici, si vous prenez à chaque 20 degrés une image, vous avez déjà 18 images, d'accord? Vous voyez ici la caméra, il y a la pose de la caméra. La caméra, elle est là, d'accord? Elle est dans cette position. Et cette image-là, elle est différente si la caméra était horizontale, d'accord? Si la caméra, elle est de position de haut, d'accord? Voilà, donc on peut prendre la caméra 90 degrés, 75 degrés par exemple, 60, 45, etc. Donc on peut prendre différentes poses de la caméra sans bouger l'objet et on fait tourner l'objet. Alors il y a aussi la notion d'éclairage. Alors vous voyez ici l'objet quand on lui prend une vue, on va l'éclairer. Donc vous voyez ici quelle est la partie qui serait éclairée. Cette image avec la même position de la caméra, si on change donc l'orientation, donc vous avez ici oméga 2, si on la fait tourner, on tourne l'éclairage, vous allez avoir toujours avec la même pose, la même position de la caméra, vous allez voir une autre partie éclairée. Donc vous voyez ici, il y a, je ne vais pas dire une infinité, pour un objet donné, vous allez me dire, bon, on va prendre peut-être jusqu'à 1000 objets, 1000 images, peut-être. Peut-être 500, peut-être 400, 600, etc. Tout dépend de votre méthode et après comment vous allez gérer ces données. Donc vous voyez, pour un objet, on pourra prendre des centaines d'images, hein, d'accord? Et c'est des images qui sont différentes, surtout quand vous changez l'éclairage et la pose de la caméra. Est-ce que vous suivez toujours? Vous êtes toujours là? Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous voyez la complexité du problème?
Oui. Alors, les autres, ils sont connectés. Vous êtes toujours là, messieurs, Oui, monsieur. mesdames? Ça va? Vous avez compris le problème? Oui, monsieur. Ça. Donc, on peut avancer. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va avancer. Alors, donc, ici. Très bien. Alors, donc on est arrivé à la situation où on doit prendre bien sûr des images. Voilà. Donc, alors, une fois qu'on a pris des images, différents points de vue, différentes conditions d'illumination, on va essayer, on va bien sûr pour pouvoir travailler, normaliser, donc prendre toujours le même scale, c'est-à-dire réduire la taille des images pour pouvoir travailler avec la même taille. Sinon, ce sera un carnaval. Donc, on ne peut pas trouver des images à 800 pixels, après l'autre à 200, etc. Donc, on va normaliser les tailles, pardon, et travailler avec un scale donné. Donc, voilà. Alors, peu importe maintenant si on a la même taille. Donc, ici, j'ai pris d'un site. Donc, après, je vais vous donner la référence. Donc, vous voyez les différentes prises de vue. D'accord? Voilà. C'est des exemples d'images. Voilà. Mais en réalité, vous avez après avoir réduit donc l'échelle, donc pris une échelle, par exemple 256, 256 pour la taille de l'image, ou 128, 128, ou 64, 64, donc tout dépend. Donc on a une base qui est constituée d'un grand nombre, high number of images. Donc ces images-là seront dans une base, d'accord? Et voilà. Nous avons maintenant nos images. Vous voyez par exemple cet objet, nous avons un grand nombre de positions. Ce nombre, nous avons un grand nombre, donc on peut convertir les images en niveau de gris pour simplifier la recherche du similaire. Alors vous savez pourquoi je vais poser la question, normalement vous l'avez fait en multimédia, pourquoi on réduit toujours, on fait une conversion vers le niveau de gris? Parce que comme ça, je ne peux pas passer sous silence ça. Normalement, vous l'avez fait en multimédia. Hein? Pourquoi on fait toujours une conversion niveau de gris? Pour ne pas travailler avec 3 canaux. Oui, mais on aurait pu travailler avec 3 canaux. Pourquoi on ne travaille pas avec le rouge ou là, avec le bleu, avec le vert? Parce que l'information, elle est contenue en niveau de je veux dire les formes. On n'en a pas vraiment besoin des couleurs. On est On n'a pas besoin de la couleur. Et la couleur, elle peut aider à la reconnaissance, mais elle a moins d'importance. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça a été démontré que c'est l'intensité lumineuse qui est porteur de l'information. C'est à cause de ça. Maintenant, on peut toujours utiliser la couleur, il n'y a pas de problème. Bon, mais il faut savoir que notre cerveau, il est sensible donc à l'image niveau de gris qu'à la couleur. Ça, ça a été démontré. Et bien sûr, mais on est aussi sensible à la couleur. On peut reconnaître des objets en utilisant un seul canal, qui est le niveau de gris. Maintenant, il y a beaucoup d'algorithmes qui utilisent la couleur et ils tirent profit de ça. Bon, donc je reviens. Voilà, je reviens. Alors, maintenant, voilà, nous avons maintenant une base. Donc, on est arrivé à construire une base
chaque modèle, on a une variété de formes, donc une variété d'images au même scale, même size, d'accord? Et nous avons une image requête, donc vous voyez cette image requête. Alors, donc pour rechercher bien sûr, puisque c'est la même taille, donc on a n fois 1 million par exemple. Alors, une des méthodes faciles à mettre en œuvre, c'est de faire ce qu'on appelle la méthode naïve, c'est-à-dire on fait un template matching. Donc, il suffit uniquement de comparer, de calculer la différence entre pixel et pixel de l'image requête et l'image modèle, en utilisant bien sûr des mesures de similarité qui sont connues dans la littérature, dans les radars. Donc, alors, soit la somme des distances absolues ou la somme au carré ou bien la corrélation. Donc, vous avez les formules, j'ai déjà donné ça dans le chapitre 1 de la calibration, pas la calibration SIFT, je pense. Alors, ici uniquement de reprendre, d'appliquer les formules, et pour chaque requête, vous allez chercher l'objet qui donne le meilleur score, donc la valeur minimale de cette mesure. Seulement, avec template matching, c'est énorme comme temps de calcul. Même si vous essayez de lancer des process en parallèle, avec des dizaines de milliers d'images, vous n'allez pas vous en sortir. Alors, si votre image contient 2, 3 objets, donc ça sera multiplié par 3, et ainsi de suite. Donc, vous voyez ici que cette façon de faire, c'est très, très very expensive, donc très cher, et ça va vous demander beaucoup de ressources, et ça vous fait attendre. Donc, parce que le nombre d'images aujourd'hui qu'on veut utiliser très très important. Vous connaissez la base de données, donc des images, des datasets qui contiennent jusqu'à 16 millions d'images. Donc vous voyez le challenge, donc impossible de travailler comme ça. Donc template matching, dans ce cas, vous pouvez faire un template matching si par exemple vous êtes dans une entreprise et cette entreprise, elle veut faire trier, par exemple, des objets. Elle a, par exemple, 20 objets, par exemple, d'accord, 20 objets. Vous installez une caméra, vous n'avez pas utilisé Deep Learning, impossible. Donc, ici, si vous avez, par exemple, supposons que vous avez 5 objets, vous avez une caméra qui prend l'image d'un objet. Donc, c'est très facile, en utilisant template matching, rapidement, vous allez trouver quel est l'objet. Et vous allez après, si vous êtes en train de faire le tri, donc le tri, vous pouvez faire le tri. Mais c'est des objets qui sont manufacturés, c'est-à-dire ces objets, c'est pas des objets, c'est pas des déchets, c'est des objets propres, c'est des objets construits. Donc là, on peut, mais si le nombre est limité, c'est-à-dire vous avez 10 fois, si vous prenez par exemple 10 fois 10 images, chaque objet, vous y prenez 10 images, 10 prises de vue, ou même 20, ça vous fait 200. 200, c'est toujours, on peut faire de l'algorithme, donc il peut résoudre le problème dans un temps acceptable. Par contre, si vous avez un nombre d'objets important, cette approche, elle est obsolète, donc ça ne marchera pas. Ça marchera, vous pouvez reconnaître un objet dans 10 jours. Voilà. Alors maintenant, le problème qui est posé, c'est dans le set, l'ensemble des images des objets. Voilà. Donc on revient au problème, c'est que pour un objet donné, donc vous allez connecter des images. Alors ici, vous voyez que cet objet-là, quand on fait tourner la table, voilà l'objet qu'on a. D'accord? Donc on fait tourner. Donc ça, c'est pour une première pose de la caméra. Après la caméra, on peut la monter vers le haut, la descendre en bas, etc. Et vous voyez ici que il y a, même si vous avez pris par exemple 10 degrés de rotation de la table, vous avez une redondance entre les différentes formes, d'accord, entre
la première et la deuxième, entre la deuxième et la troisième, pardon, troisième et quatrième, quatrième et cinquième. Bon, entre la première et la cinquième, pas vraiment, mais vous avez toujours, entre les images voisines, vous avez une redondance, vous avez de l'information qui existe. Donc, on s'est dit, bon, il y a une redondance. Quand il y a une redondance, ça veut dire qu'on est en train de perdre beaucoup de temps dans le stockage et dans le traitement. Donc, il est nécessaire de réduire cette redondance, d'éliminer la redondance et essayer uniquement de représenter uniquement l'information utile. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, ici, on parle de dimensionnalité. Dimensionnalité, c'est-à-dire que vous avez un nombre élevé d'objets. Chaque image, elle est représentée par ses pixels, d'accord? Alors, on veut que, au lieu de représenter l'image par les pixels, on veut les représenter par autre chose. Voilà, donc on veut réduire la dimensionnalité de l'image pour faire, pour en sorte, to achieve, pour réaliser donc une représentation, pour obtenir une représentation qui peut faire un matching rapide, efficace et dans le temps de réponse est correct. Voilà, donc ça c'est bien sûr donc le problème qui est posé dans l'étape d'apprentissage, c'est-à-dire que il n'est pas possible pour moi l'image, ça ne sera pas un ensemble de pixels où chaque pixel c'est un niveau de gris, c'est pour que j'ai n fois m ou le n pixels en tout. Chaque pixel, donc chaque pixel il a une valeur. Chaque pixel il a une valeur. La même chose ici. Donc ici, c'est comme si vous avez pris donc la dimension 256. Donc vous avez de 0 à 256 et chaque pixel, vous allez prendre une valeur. C'est comme si vous avez 256 valeurs possibles. Donc ici, vous avez pour chaque pixel. Et vous voyez ici, entre le premier et le deuxième, il y a une redondance qu'on ne peut pas, comme ça, la réduire. D'où la nécessité maintenant de réduire cette redondance et pouvoir arriver à représenter cet ensemble d'images autrement et non pas en sauvegardant uniquement les pixels comme ils le sont. D'accord ? Alors, je reviens vers vous, si vous êtes toujours là. Ça va? Oui. Il y a des questions? Non, il n'y a pas de questions? Bon, j'espère que... Voilà, maintenant, on veut changer d'espace. On veut changer d'espace et représenter les images autrement. Donc, au lieu de les représenter par ce qu'on avait comme données, on veut les représenter autrement. Alors, vous voyez ici, si je prends par exemple l'image de gauche, c'est une image, si je prends ici dans cette hauteur, il a pris, au lieu de n pour m, il a pris p et q. Donc, l'essentiel, c'est qu'on aura en réalité n pixels, grand n pixels. D'accord? Donc, alors, vous avez la première colonne, deuxième colonne, jusqu'à la dernière colonne. Et chaque colonne, c'est p pixels, donc p fois q. Ça vous donne un vecteur unitaire. Donc, un vecteur, nous avons un vecteur composé de n pixels. Et chaque pixel est une valeur entre 0 et 255. Alors, les n pixels, c'est p fois q, c'est le nombre de lignes fois le nombre de colonnes. Donc, vous avez un vecteur. Exemple, si vous avez 128 fois 128, ça vous fait, bon, si je dis 100 fois 100, ça vous fait 10 000. 10 000 et quelques, pas 10 000, mais plus, 10 000 éléments qui représentent cette image. Donc, on peut avoir 15 000, 16 000. Donc, vous multipliez 128 fois 128, vous allez avoir un nombre, je n'ai pas fait des calculs, mais vous aurez un nombre qui est important
d'éléments. Donc, n fois, donc nous avons une matrice à un élément, une colonne. Donc, ça, c'est notre matrice, c'est notre image. Il y a l'image. Donc, cette image-là, on voit bien que c'est une image qui est représentée par un ensemble de pixels. Donc, alors, chaque pixel, d'accord? Voilà. Donc, vous voyez que je peux représenter cette image en utilisant une base. Maintenant, j'ai une base, maintenant, je vous mets première valeur, deuxième valeur, troisième valeur, la valeur numéro n. Donc, j'ai combien de valeurs? J'ai n valeurs. N valeurs, c'est comme si vous représentez par exemple un nombre sur 8 bits. Nombre sur 8 bits, vous avez de 0 jusqu'à 0, 0, 0, 0, 8 fois, tel 1, 1, 1, 1, 8 fois. D'accord? Donc, ici, nous avons quoi? Nous avons une image, d'accord? Une image, pardon. Hein? Nous avons une image qui est constituée par un élément. Un élément et un élément, donc cet ensemble d'éléments, et chaque élément représente la valeur d'un pixel. Donc on peut prendre une base, d'accord? C'est un vecteur unitaire, I1, I2 c'est un vecteur unitaire, I3 est un vecteur unitaire, etc. On peut مثلا si par exemple mon image elle est constituée, par exemple, le premier pixel c'est 121. Deuxième pixel, par exemple, c'est 100, 111. Troisième pixel, c'est 200 mètres. Voilà. Donc, on peut avoir comme ça. Le dernier pixel, par exemple, en colo, c'est 34. Voilà. J'ai ici, maintenant, j'ai un pixel. Bon. Un pixel, chaque élément, par exemple, 121, c'est 121 fois le vecteur unitaire en colo I1. Voilà. Maintenant, on a une base, 121 I1. I1, c'est le premier pixel. Donc, I2, c'est le deuxième pixel. Donc, chaque image, on peut, F à dire, que vous voyez ici, bon, je vais regarder là. Donc, chaque image, je peux, pour moi, elle appartient dans un espace qui est composé de combien d'éléments? De un élément, un pixel. Et la position Taha, elle peut être bien sûr en fonction des valeurs qui sont, exemple, si les vecteurs I1, I2, etc., c'est 0, donc, bon, ici, on ne peut pas représenter géométriquement des n pixels, on peut représenter 3, mais sachez que, à titre théorique, nous avons un vecteur élémentaire et chaque image, elle est décrite en fonction de ces vecteurs élémentaires. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais. Je vais revenir à mon état initial. Voilà. Voilà. Donc, pour moi, l'image, elle dépend bien sûr de ces vecteurs élémentaires. Et vous voyez ici que il y a, si je prends une deuxième image, donc la deuxième image, elle sera aussi différente de la première ou la très proche. Elle sera si elle est très proche dans l'espace à une dimension, elle sera la distance, elle est petite. Alors je peux prendre l'exemple de trois composantes, par exemple, trois composantes. Si par exemple le deuxième et le troisième sont nuls, donc l'image, c'est uniquement le premier pixel qui a une valeur. L'image fait 3 pixels, d'accord? 1, 2, 3, d'accord? Je vais écrire ici. Donc mon image, pour réduire, l'image 1. L'image 1, c'est par exemple 100, deuxième 0, troisième 0. Voilà. L'image 2, par exemple. Donc, je suppose que pour
pour uniquement éclaircir. L'image 2, elle est composée aussi de 3 pixels. Bon, au lieu de n pixels, on va parler de 3 uniquement pixels. Donc, et le deuxième, c'est quoi, le 120. Voilà, 0, 0. Là, les deux images, elles sont sur le vecteur I1. واحد fait 100 unités, l'autre fait 120. Donc, elles sont proches. Elles peuvent être éloignées. Donc, on dit 220, واحدة بعيدة على الأخرى. D'accord? Elles sont encore éloignées si je mets ici 20. Donc, vous voyez ici l'image 2 dans le repère 3D. Là, j'ai un repère 3D X, Y, Z. L'image 2, ce que j'ai noté ici F, elle devient encore plus loin que l'image 1. Quand je مثلا 100, elle devient, pardon, 100, par le maximum c'est 256, elle devient encore plus loin. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque image, elle est représentée par rapport au vecteur unitaire. Et la différence entre les deux images, la différence, c'est en réalité, c'est une distance euclidienne entre les composantes. Les composantes, ce qui me donne la distance entre les deux points. D'accord? Je vais vous montrer directement. Non. Voilà. Alors, vous voyez ici que voilà, la distance, c'est la distance entre les deux points. Si je représente avec 3. Voilà. Je ne sais pas, j'étais en train d'expliquer la notion de représentation d'un pixel avec les trois, bien sûr, trois composantes. Est-ce que c'est clair? Oui. Voilà. Donc, je vais éliminer ça. Voilà. Maintenant, donc, si je reviens maintenant à comparer, bien sûr, les images, si je reviens à la méthode donc de son carré, donc des distances au carré. Alors, pour comparer maintenant entre deux images, il suffit uniquement de faire la somme sur P et la somme sur Q. Donc, balayer les deux images pixel par pixel et faire la différence au carré. D'accord? Maintenant, ça, c'est dans le cas où j'ai donc, sans réduction, bien sûr, de dimensionnalité. Alors, ceci revient à faire quoi? Si je représente mes pixels comme étant l'image comme étant composante. Mais à trois dimensions, à plus, on ne peut pas le visualiser, la distance entre les images. Voilà. Donc, pour comparer deux images, on va bien sûr comparer les Monsieur, composantes. Oui, monsieur, ça, tu oui, maintenant. On n'a pas entendu ce que vous oui. avez dit tout à l'heure. من وقتاش؟ Même pas une minute. Ah, صح. Et le partage Même le aussi. partage. Oui. Ah, ben, je نعاود نقول. D'accord.
Alors, je sais pas. Ça, vous l'avez entendu, d'ailleurs, non? Oui, monsieur. سمعتهم قبل, non? Oui. Et voilà, donc ça va, d'ailleurs, c'est bon. Alors maintenant, ça, vous n'avez pas entendu, non? Oui, on n'avait pas entendu. Ça. Donc, tout à l'heure, je disais que pour faire la corrélation, ou bien le matching entre les deux images, comment on représentait ça? Dans un espace à une dimension, chaque image, elle s'écrit en fonction des vecteurs unitaires I1 jusqu'à IN, d'accord? Donc, alors, tous les pixels ont des valeurs. Il suffit uniquement de faire, quand on fait la différence donc, au carré, donc c'est un nombre L2 dans l'espace à une dimension, il suffit uniquement de faire la différence entre pas les abscisses, mais les valeurs sur I1, I2, etc. Donc, ce qu'on a fait ici. Donc, quand on fait ça, ça veut dire quoi? Ça, c'est la valeur de l'image par rapport au pixel 1 moins par rapport au pixel 1. Donc, dire au pixel 1 moins pixel 1. Donc, c'est comme si vous êtes en train de faire la différence entre les pixels de la même vecteur unitaire. Avant, j'ai donné un exemple. Je fais tout aller avec l'exemple. Vous l'avez entendu. Là, quand j'ai dit, par exemple, une image fait 3 pixels, donc 123, par exemple 0, 0. Après, une deuxième image fait 120, par exemple 0, 0. Donc ça, si je fais la différence, si je suppose que ici j'ai une image qui a uniquement 3 pixels. Donc là, quand je compare, je fais 123 moins 120 au carré, donc SST égale à quoi? À 3 au carré, c'est 9, plus 0, 0. D'accord? Maintenant, vous voyez que ces deux images sont identiques. Maintenant, si je mets ici 20, notre tel, donc ça sera plus 400. D'accord? Alors, vous voyez. Donc, je fais la différence par rapport aux éléments ici unitaires. D'accord? Donc, le premier pixel moins le premier pixel, ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on avait fait auparavant. Je ne sais pas si vous êtes toujours là. Ça va? Oui. Ça va. Voilà, on a posé le problème, c'est que il faudra bien sûr, il faudra réduire la dimensionnalité de l'image. Alors l'image, elle a un pixel, et n, ça peut être 128 fois 128, et c'est beaucoup pour pouvoir faire une comparaison entre une image requête et un ensemble d'images. Si vous faites une mesure de similarité qui va comparer 15 000 pixels à chaque fois, c'est beaucoup. Donc, il faudra réduire la dimensionnalité. Alors que normalement, vous connaissez ça, mais bon, je ne sais pas ce que bon, je vous laisse la parole. على PC. انتم تعلموني. ACP, dites-moi l'ACP. Alors, Yasmine Barot, واش تعرفي على l'ACP? Monsieur, le but, ou bien l'objectif, c'est d'essayer de visualiser les informations dans un sous-espace de dimension inférieure. Il y a des étapes. On essaye de calculer les composantes principales pour afficher pour on peut présenter les variables. Mais je lis pas grand-chose encore, on n'a pas encore eu le temps de bien. Ça, le modèle, vous ne le révisez pas, vous le suivez. Quand on cherche une corrélation entre les dimensions, on trouve une corrélation entre les variables initiales. Bon, نعلمكم واش نعرف انايا هكا je suis pas spécialiste en analyse de données. انا كنت نستنى نتوما تقولوا لي شيخ ماشي هكذاك ولا
كاينه حاجه نسيتها بون analyse donnée normalement نتوما تعرفوا خير مني mais bon je vais essayer de vous donner ce que je sais j'attendais plus que bon donc je vais on va je vais بالك تفهموا عندي انا la réduction PCA ou la ACP peut-être alors parce que القرايه هي فهامه avant tout donc كي تفهموا ذاك هو الصح alors supposons que vous avez bon on va réduire pour expliquer on va réduire l'espace supposons qu'on travaille sur 3 dimensions une dimension on ne peut pas visualiser une dimension sur un repère il n'y a pas de repère à n on peut donc il y a d'autres visualisations alors supposons que vous avez x y et z et vous avez des données alors supposons que ces données-là appartiennent toutes au même plan معناتها عندي par exemple le premier point P1 ou par exemple X1 Y1 Z1 le deuxième point P2 ils ne sont pas dans le plan OXY ou là ils sont dans des plans inconnus on ne connaît pas le plan Y2 Z2 par exemple etc. Bon, etc. Donc, supposons que j'ai un ensemble de points, il se trouve que ces points Hadoma, ils sont dans un même plan. Ils appartiennent au même plan. Donc, le fait que de représenter les points P1, P2, etc., P3, avec 3 coordonnées, c'est inutile. Inutile. D'accord? Donc c'est pas parce qu'ils sont dans le même plan. Donc quoi je dire on va essayer de créer un repère au lieu de IJ où chaque point sera projeté. Non, d'accord, sera projeté. Il y a par exemple 5i, 5j, je ne sais pas. Est-ce que tu fais mon ou là je dois dessiner? Oui, vous avez compris. Ah, vous avez compris. Voilà, donc ici, donc au lieu de représenter donc chaque point par les 3 composantes, qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'ils sont dans le même plan, je peux mettre ici un IJ vecteur unitaire et chaque point sera décrit par rapport à IJ. D'accord? Donc ici, on va écrire P1 en fonction de A fois I plus et B fois J. Voilà. Et I et J sont des vecteurs élémentaires ici. Alors, ce sont ce qu'on appelle les composantes principales, parce que vous voyez ici, ce sont des vecteurs unitaires. Alors, on a réduit ici, on a réduit bon, on peut dire que nous avons E1 virgule E2 virgule E3, donc ce sont les vecteurs unitaires sur X, Y, Z. On les a réduits à 2 vecteurs unitaires I et J. Donc, vous voyez que on peut représenter les données de façon efficace et moins d'espace mémoire. En plus, c'est facile à comparer. Alors, ça va? Ah, il y a eu une coupure. Il y a une coupure. Hein? Chez elle, monsieur. رحت la connexion الأولى donc je dois plus entendre. ما سمعتش عاودي. سمعتوني ولا ما سمعتوش؟ Azwaou, vous êtes là? Ah, vous avez entendu. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Parce que ça ne sert à rien, انتم قريتوا déjà قريتوها ACP قريتوا ما فهمتوش donc ça sert à rien نعاود نقريكم وما تفهموش.
هي فهمتوا ناقشوني اسكو فهمتوا واش قلت لكم ولا لا؟ Oui, monsieur. صح. Donc on passe de on passe de vecteur donc ici donc c'est inutile de garder les trois. Donc là on parle de réduction de dimensions. Donc on va réduire les dimensions du pixel. Voilà, donc on va réduire les pixels. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer donc dans le plan qui contient les points, on va créer un vecteur unitaire I1, I2, et chaque point on va le projeter. Donc on va le projeter. Et chaque point va s'écrire par exemple E1, un quart E1, ainsi de suite. Donc chaque point de ces points jaunes ils seront décrits en utilisant E1 et E2. Donc on est passé d'un espace à 3 dimensions vers un espace à 2 dimensions. Alors vous avez ici les vecteurs unitaires, bien sûr, sont orthonormaux pour pouvoir bien sûr travailler. Il faut que E1 soit orthogonal à E2. Alors, voilà. Alors, supposons maintenant que nous avons une base de données images. Donc, vous voyez ici des données. Donc, alors, ici, des données que nous avons M images. Alors, ils sont dans un espace à n dimensions. Alors, j'ai dit que les dimensions ici, c'est des pixels. Donc, nous avons n pixels. Cool image fait un n pixels. Donc, nous allons représenter Hadia, la première image, comme étant un point jaune. Deuxième image, c'est un point jaune. Quand elle est proche, le point il est proche. Quand il est entre la première et la dernière image, le point il est différent. Donc nous avons, tout dépend de l'apparence. Donc j'ai un ensemble donc un set object image set, image. Elles sont représentées dans un nuage de points. Donc on appelle ça donc la distribution de l'apparence. Donc comment elle est faite cette apparence? Est-ce que c'est un nuage condensé, mais c'est condensé, sont les disparates, il est où, etc., etc. Est-ce que vous suivez toujours? Oui, ça. Voilà. Donc, l'intérêt, c'est de réduire cet espace, hein, de réduire plutôt la dimensionnalité de cet espace. Pour faire ceci, donc nous allons chercher sur la base d'image que vous avez vue, la base d'image. Bon, ici vous avez un ensemble d'images. Nous allons rechercher un sous-espace, donc de ce qu'on appelle linéaire. Donc nous allons rechercher quels sont ces vecteurs élémentaires qui peuvent décrire une image au lieu de la décrire avec les n éléments vecteurs. Donc au lieu de décrire une image en utilisant des pixels, on va les décrire en utilisant d'autres choses, autres que les pixels. Donc on va les appeler E1, E2, etc. Donc c'est quoi E1, E2, etc. On va voir c'est quoi. Donc E1, E2, E3, c'est des vecteurs d'un espace. Donc un espace, le centre, c'est un vecteur élémentaire. Ici, on va chercher donc un sous-espace. Au lieu de prendre les vecteurs I1, I2, I3, IN, c'est des pixels, on va prendre carrément E1, E2 jusqu'à E4, de telle sorte que chaque image peut être représentée avec ces vecteurs élémentaires. Donc, comment on va faire? Alors, bon, le ACP que vous êtes en train d'étudier. La première des choses à faire, c'est de translater les images vers le centre, le centroïde. Maintenant, les images. Donc, vous voyez les points jaunes. Les points jaunes, ce sont des images, c'est des pixels. Hein? C'est un vecteur de 1 pixel.
dire la moyenne de toutes les images. نعطي البيكسل الاول زائد البيكسل الثاني زائد البيكسل الثالث زائد البيكسل تاع ليماج الاخرانيه ونقسمهم على ام جي ام ايماج ومن بعد الدوزيام بيكسل تاع لا بروميير ايماج دوزيام بيكسل تاع لا دوزيام ايماج دوزيام بيكسل تاع لا دانيير ايماج donc vous voyez هنا j'aurai quoi un centre C qui sera l'image moyenne ou l'image moyenne c'est le centroïde d'accord. Donc, pour pouvoir avoir des images à gauche et à droite dans un espace, donc on va travailler par rapport au centre. Donc, on va prendre l'ensemble des images qui sont à l'intérieur. Beaucoup d'image, c'est un ensemble de pixels qui sont décrits par des valeurs par rapport aux pixels. On va calculer la moyenne. On va le générer. Bien sûr, le fait que on a écrit comme ça la moyenne, donc le centre, pour moi, le repère, on va le translater vers la moyenne. Donc, on déroule la différence. Donc, chaque image déroulera la différence pour pouvoir translater les images par rapport au centre. Voilà. Donc, le fait qu'on a écrit comme ça, maintenant, il a 4 images, image قريبة للcentre, la distance تاعها صغيرة. Donc, هذا هو le repère تاعنا. Donc, on va mettre on va translater ici, donc donc vers le centre. Et donc, c'est ça on a changé. Donc, la moyenne de l'image. Donc, on a fait une soustraction. Donc, chaque image, on va lui soustraire la moyenne et on va faire un changement du centre. Voilà, une fois qu'on a ça, alors لازم تعرفوا بلي ما كوش قدامي mais bon, je vais vous expliquer. شتو كي تشوفوا par exemple نعطيكم مثال سي جور سي par exemple نتوما عايشين في الجزائر ولا ماشي في الجزائر قولوا لي برك. Oui, عايشين في الجزائر صح. Les derniers jours, il y avait une crise تاع le lait de sachet. شفتوهم ولا ما شفتوهمش؟ Oui. شفتوهم ايه كي تكونوا تمشيو وتشوفوا دايرين لاشين واش تقولوا؟ هذا سان سونتر دانتيري. دونك كي تبقى تجمعوا واش تقولوا هنايا بروبليم يا سي لويل دو طابل يا سي لو لي دونك هنايا ça fait longtemps. Bah, même quand tu اي وي streamais, il y صافي avait la il y a musique. 15 jours ولا قبل العيد ماشي. Mais vous avez vu, maintenant quand vous voyez un nuage de points, واش تشوفوا في un nuage de points؟ parce que تقولوا هذوما راهم يشريوا جورنال؟ Non. Il y a un centre d'intérêt. Maintenant تما il y a un cluster. Quand on parle de cluster, maintenant qu'il y a un élément qui va caractériser l'ensemble des personnes, c'est un besoin pour acheter un produit, par exemple. Ça peut être un ticket d'un stade ou là, bon, je vais vous y donner un exemple parce que c'est des exemples qu'on voyait il y a 3 semaines de ça. Ou la semaine ou le Covid, etc. Donc, quand vous voyez un nuage de points, c'est-à-dire que on peut écrire, on peut représenter هذوك الناس au lieu de on a changé de repère, ils sont là, on va le représenter par quoi? On va représenter par deux vecteurs. Le premier vecteur, c'est, je sais pas, autre que ce qu'on connaît avant. Donc, ils sont bon, il faut trouver un vecteur unitaire. L'identité تاعو. On va essayer de trouver quelque chose qui va essayer de définir ces objets. Et là, donc, on va voir où sont ces objets, où sont ces clusters. Donc, on va calculer ce qu'on a, on va chercher, pardon, on va chercher, voilà, on va chercher le vecteur. Maintenant, on peut, si vous voyez, l'ensemble, c'est un exemple où vous avez des points qui sont l'un proche de l'autre. On peut décrire ces objets par rapport, quand on a un cluster, un cluster, c'est quoi? C'est là où nous avons un maximum de variance.
vous connaissez la variance. Bon, j'ai donné la formule, mais ça veut dire que vous avez un groupement, beaucoup de points, et vous pouvez faire un fitting maintenant. Vous pouvez faire passer une droite ou là, bon, dans l'espace 1 dimension. Mais si vous prenez par exemple sur une ruelle, vous prenez des personnes, vous avez une droite, d'accord? Donc si vous avez une queue, des personnes qui sont l'un à côté de l'autre, vous avez une droite. Voilà. Je vais prendre ces personnes-là, je vais faire un fitting. Donc, les personnes, je vais les mesurer par rapport au magasin où ils la queue, le vecteur unitaire. Oui ou non? Ou les personnes qui sont un peu loin, bon, simplement notre vecteur. D'accord? Donc, les vecteurs, les personnes, ils sont l'un proche de l'autre. Pourquoi? Allez, ils sont l'un proche de l'autre. Plutôt ces images. Elles se ressemblent. Maintenant, au lieu de le représenter par des vecteurs unitaires, je peux prendre un vecteur, donc c'est un vecteur qui est porté par le maximum de la variance. Donc c'est un vecteur qu'on va définir en bas. Bon, mais je vous explique. C'est là où il y a maximum de variance. Maintenant, quand les points, ils sont regroupés. C'est là où je vais construire mon premier vecteur élémentaire E1. D'accord? C'est le vecteur élémentaire. Et je peux écrire tous les éléments. Chaque élément, je vais le projeter. Alors, supposons que vous êtes dans le. Je vais dessiner. 1, 2. Je vais arrêter ça. Alors, dites-moi si le partage, est-ce que vous voyez le partage comme ça? Est-ce que vous voyez le partage? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, je suis à 2 dimensions. Donc, je suis à 2 dimensions. Donc, on dit un point. On dit un deuxième point. Pardon. Un deuxième point. Un troisième point. Un quatrième point. Cinquième point. Sixième point. Septième point. Huitième point. Alors, vous voyez ces points-là. Chaque point, il est décrit avec deux dimensions. On dit X ou Y, d'accord? Donc, chaque point dit X et Y, d'accord? Donc, vous voyez que chacun des points a deux dimensions. Maintenant, vous voyez les points. Je peux faire, ils sont un maximum de variance par rapport à ça. Je peux faire un fitting. On roule d'accord? Donc, le maximum, la variance qui est là, d'accord? C'est le maximum. Bon, je n'ai pas d'autres nuages de points, mais je vais représenter chacun des points. Chacun des points là, donc je vais prendre ça comme étant l'origine, par exemple, là, dans la moyenne, dans l'origine. Le point, je vais le projeter ici. Il est à une certaine distance. Je vais le projeter là. Je vais le projeter ici. Je vais le projeter ici. Je vais le projeter ici. Donc, chacun des éléments sera décrit avec quoi? Avec avec combien d'éléments? Avec U. Donc, j'ai fait une réduction de X, Y, de U. L'origine, l'origine, par exemple, c'est ça. Donc, mon origine, c'est ça. D'accord? Donc, quand j'ai un groupement où la variance, elle est maximum, par rapport à la moyenne de ces points, vous voyez ici la somme des écarts par rapport à ce point qui est. Donc, je prends comme étant l'axe, donc la variance, et je peux définir une origine, et tous ces points-là auront une mesure, une valeur.
par rapport à ça. Donc, je suis passé de 2 dimensions à 1 dimension. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Hein? شكون يفهم؟ فهمتوش؟ J'ai pas très bien compris, monsieur. شكون يفهم؟ شكون؟ Qui a compris? Personne. اللي ما فهمش يقول لي ما فهمتش. Monsieur Yerk, on a réduit l'espace de dimension de 2 vers 1. هذا ما كان. On est passé de 2 dimensions à 1 dimension. Quand on fait les Voilà, projections, monsieur, نعاود لكم peut-être que vous n'avez pas suivi. Alors, j'ai dit que donc initialement, j'ai un ensemble de points qui sont décrits avec 2 coordonnées, donc en 2 dimensions. Alors, vous voyez ici, ces points-là, je peux calculer la variance, la moyenne Gini Henaya, la variance. Je peux approximer tous ces points-là par une droite. Et donc, je vais remplacer cet ensemble par l'axe principal. C'est l'axe où la variance donc la variance, c'est par rapport à la moyenne. La moyenne, je suppose que, par exemple, la moyenne, si je la note, elle est là, par exemple. La moyenne, par exemple. D'accord? Et donc, la variance, c'est quoi? Vous avez dans la variance, c'est la différence par rapport à la moyenne. Donc, si je fais la somme, si j'avais par exemple des points, par exemple, non, donc il y a le premier groupement qui a une variance kbira. Et donc, on va prendre cet axe qui correspond à, donc, qui va approximer ces points, et chacun des points sera projeté. Donc, le point sera projeté, et sa distance par rapport au centre sera la coordonnée tau, il y aura une seule. Donc, au lieu de représenter chacun des points par x, y, je vais la représenter par tout court avec l'éloignement par rapport au centre du cluster, donc U. Donc, on va remplacer ça par. Donc, E1. Donc, ça, c'est E1. E1, il correspond à. Donc, on verra après comment le déterminer. Il correspond au cluster de points qui montre qu'il y a une variance maximale à l'intérieur. Donc, ce qu'on avait vu auparavant. Je ne sais pas, est-ce que c'est plus clair ou non. Donc, on est passé de 2 dimensions à 1 dimension. Évident? Voilà, donc je reviens vers les slides. Alors. Monsieur, mais ça ne représente pas le point Hadak. Là, c'est la différence Quel entre. point? Là, ça représente, je fais une projection. Je fais une projection par rapport à un vecteur unitaire. Un vecteur unitaire. Donc, au lieu de décrire par rapport à IJ, l'espace 2D, je vais le décrire par rapport à un vecteur. Et bien sûr, il ne représente pas. Pourquoi? Parce que j'ai pris un seul, donc pour simplifier. Mais dans l'espace, j'ai pris un exemple pour vous montrer le principe de projection sur une base. Mais en réalité, quand vous passez d'une base à un élément vers une base à k éléments, ce n'est pas identique. Vous perdez des détails. Je ne fais un mot. D'accord? Oui. Vous perdez. L'image d'acte ou les nafsa.
Ça, on garde l'élément fondamental, ou bien les éléments fondamentaux de l'image. Gardez uniquement toutes les informations de haute fréquence. On fait un élagage. Donc, on garde uniquement tout ce qui est solide comme information. D'accord? Voilà. Bon, donc, j'étais là. Donc, voilà. Donc, on va chercher la direction du maximum de la variance donc, dans l'image. Donc, cette direction-là, on va la considérer comme étant la première base. D'accord? Et la deuxième base donc, sera orthogonale. Alors, bien sûr, on a fait une projection sur la base. Donc, l'image sera représentée par une valeur. Bon, elle n'est pas suffisante si on la projette sur un vecteur unitaire E1. Donc, là, c'est le produit scalaire E1 fois P. F c'est mon image. J'aurai une première valeur par rapport à une vecteur élémentaire E1. Mais F s'écrit aussi en fonction du deuxième élément. Donc, on va déterminer un deuxième élément. C'est la deuxième direction, c'est le second maximum, donc la variance. Et on doit écrire ça comme étant, donc on fait la projection. Bon, c'est une projection ici schématique, mais ce n'est pas en 2D. Hein. Donc, c'est en réalité, P s'écrit en utilisant un point P. Donc, c'est l'image, elle sera représentée, au lieu de l'image, elle sera représentée par deux valeurs. Et les valeurs, c'est l'image projetée sur les deux bases. Qui même un point s'écrit en XY, ici, quand XYZ, il est devenu donc en étant écrit avec deux éléments E1, E2. Donc, on a la même chose, on écrit E1, E2. Et on va continuer, chercher d'autres maximums, et on va s'arrêter à un élément K. Quel est le nombre d'éléments K? On verra ça par la suite. Donc, en réalité, on va écrire notre image comme étant un ensemble de valeurs. Ce sont les coordonnées, ce sont les projections de mon image qui, Aslan, elle était comme étant n pixels. On va chercher ces composantes qui correspondent aux directions des variances maximales, première, deuxième, etc., jusqu'à la km, et on aura cet ensemble de valeurs. On pourra bien sûr dire que l'image là, elle n'est pas identique, mais bien sûr, on a perdu beaucoup, pas beaucoup, tout dépend de cas, on a perdu de la qualité, mais on a gardé quand même l'essentiel pour faire le matching. N'oubliez pas qu'on n'est pas en train de représenter l'image pour la stocker uniquement, c'est pour faire le matching. Donc là, on a gardé là où il y a des groupements pas de personnes, mais dans l'espace N à une dimension d'image, il y a une ressemblance. Donc, c'est des personnes qui sont, c'est des éléments, c'est des individus, c'est des images qui ont des propriétés similaires. Donc, on va prendre ce nuage de points, on va tirer donc l'axe, la direction de ce cluster. Hein. Donc, un cluster, il peut être sphérique, il peut être, tout dépend donc de la forme. Voilà, donc on reprendra ça la prochaine fois. Donc, on verra comment calculer ces ACP et ensuite, comment bien sûr faire le matching. Voilà, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions? Oui, Bouchard, oui, on perd de l'information, bien sûr. Après, je vais vous montrer des résultats. Par exemple, si je prends uniquement la première composante, à quoi ressemble l'image? D'accord, mais ça ressemble déjà à quelque chose. Si je prends la première plus la deuxième, à quoi ressemble l'image? C'est encore mieux. D'accord? C'est comme vous prenez l'image d'un visage, etc. Est-ce qu'il y a des questions? Oui.
Donc, je vais vous montrer. Par exemple, la première composante. Elle a dit qu'on a comme les étudiants, est-ce que vous avez fait l'ACP pour le visage? Parce que normalement, qui déroule la face, vous appliquez l'ACP, vous aurez la première composante. Ça ressemble à quoi? Je vais l'ACP par j'applique la première et la deuxième, ça ressemble à quoi? Une et la deux. Donc, les composantes. On va les dernières, c'est des détails, donc c'est pas important. Donc, on va les calculer, vous allez les voir vous-même. C'est ça la CP. Et donc, ce qui est important, c'est ça. Hein. Donc, je vous ai dit que quand vous voyez, par exemple, vous allez dans une déchala, vous voyez que les gens habitent dans une شي région, dans une localité كاع متجمعين كاين واحد ولا زوج ولا ثلاثه بعاد. Qu'est-ce qui vous attire? C'est une information grossière. Donc pour vous, toute cette région elle est portée par par cet ensemble d'individus en 2D. D'accord? Au lieu de représenter هذوك on va les ignorer. Maintenant, s'il y a un autre groupement, on a la variance, je dirais, la moyenne, si vous voulez le maximum de variance, et donc, si vous calculez la somme, elle est alors que si vous prenez d'autres groupements, maximum est aussi. Donc, on va décrire l'image, on va décrire cette région en fonction de ce groupement de personnes. Voilà, l'ACP, c'est la composante principale. Si on parle d'individu ou d'image, voilà, comparaison avec perte, c'est ça. Dire bien même la comparaison avec perte, oui. Qui m'a la DCT, qui m'a très la DCT, etc. Voilà, c'est très intéressant de voir ça en TP et essayer de comprendre Jacques Daïrine, parce que normalement, bon, normalement. Voilà, je vous laisse, vous avez un cours à la prochaine. Monsieur, Oui. monsieur, après le matching, on applique sur ces nouvelles composantes principales ou bien? Ah oui, bien sûr. خلاص les images كاع نحيهم. نخدموا la nouvelle représentation basée sur l'ACP. D'accord. Voilà. Bon, c'est intéressant. On verra après. Donc, il nous reste 3 semaines. On va essayer de faire quelque chose sur ça.